Le deuxième sujet que nous évoquons, c'est la Guinée, la responsabilité de la France dans le retard du pays. Le président Alpha Condé a attribué une part des difficultés traversées par le pays depuis l'indépendance en 1958 à l'attitude de la France à l'époque. Et c'était donc dans une interview qu'il a accordée à des médias étrangers. Lors de cette interview diffusée dimanche dernier, à 2 jours du 60e anniversaire de l'indépendance, Alpha Condé s'est insurgé contre une question sur le fait que le pays ne décolle pas économiquement. Les Français doivent savoir que si la Guinée a été en retard, il y a la responsabilité des chefs d'État guinéens, mais aussi la responsabilité de la France. À l'époque, docteur Iou, vous devez avoir peut-être 12 ans à l'époque où... en 58. En 58, où la Guinée accédait à l'indépendance. Est-ce que je suis né en 1947, donc... ça fait 11-12 ans. Vous avez quelques souvenirs de cette époque où Sékou Touré a osé dire non à la France? Non, bon, j'ai les souvenirs, mais c'est pas tellement... C'est que, comme je me suis très, très renseigné, j'ai beaucoup lu, et j'ai fait de 2001 à 2007... pour une ONG dont le siège était à Conakry et pour les 3 pays en guerre, le Libéria et la Sierra Leone. Et ce que nous avons vu effectivement, je parle de 2001, 2002 déjà, 2003. J'ai quitté avant l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir. On n'avait pas l'électricité de toute la journée, il n'y avait pas de courant. Dans la plupart sauf le quartier administratif. Pas d'électricité toute la journée. La nuit, aujourd'hui, il y a l'électricité de 18h à demain matin à 6h. Paf, c'est coupé. Et demain, il y a l'électricité de minuit à 6h. Et les élèves, nous on a mis, comme on était logés comme des pachas avec des ONG très riches, on avait mis le courant le long de notre clôture. Tout le monde, tous les gens qui étaient riches, pour que les enfants puissent venir étudier, parce qu'on a des groupes. Moi, j'avais un grand groupe de 42 caviar. Mon voisin, qui est un milliardaire, en avait. Même l'eau, il n'y en avait pas. Moi, la belle villa qu'on m'a louée, il n'y avait pas d'eau dedans. Et c'est mon voisin, qui est milliardaire, s'appelle Super Bobo. Si vous allez à Guinée, tous les magasins, comme on voit ici, là, tenus par les hindous, là, ça appartient à M. Super Bobo. C'est lui qui est venu m'a dit, il y a un médecin togolais, j'ai appris, il dit oui. J'ai dit, mon cher ami, vous n'avez pas d'eau, je vais vous en donner. Et c'est son gros forage qu'il a fait pour mettre de l'eau dans la luxueuse villa qu'on a louée. Et il a mis un robinet, un tuyau coudé le long de toute sa clôture. Et les femmes, il leur permet de venir prendre l'eau à 18h. Il ouvre on met le groupe, tout ça. Et les femmes, il n'y avait pas d'eau. La plupart des quartiers, il n'y avait pas d'eau. Imaginez ce pays-là. Vous parlez d'une époque très récente. C'est récent, je parle de 2001. Oui. Donc, quand Lansana Conté était au pouvoir, c'est la même chose. J'étais à Conakry, et je connais la plupart des grands leaders là-bas, puisque j'ai soigné plusieurs. Et vous voyez que ce pays, non, vous allez pleurer, parce que quand vous allez dans les marchés, il y a des riches, on dit, mais très peu, mais le pays est dans un total désordre. Vous ne pouvez pas imaginer, je ne peux pas vous décrire ce qu'on a vu en Guinée. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, en 58, c'est vrai, M. Alpha Condé a raison, il y a le général de Gaulle, avec son nom là, au général de Gaulle, qui l'a humilié. Ce que je sais, c'est que le lendemain, mon patron, professeur Tivolé, qui est à Lyon, sait quelque chose parce que son frère était là. Le lendemain, on a ordonné à tout le monde de tout débrancher. Donc, électricité, eau, tout ça, les Français sont partis avec tout. Tout ce qui a télécommunication. Donc, Sékou Touré s'est retrouvé à zéro. Et je crois que cette responsabilité, quand même, du De Gaulle, il y avait plus. Il a ordonné, ils ont même débranché les trucs électriques sur les Français. Tout débranché. Les fils électriques. Les fils, bon. Et il voulait que le pays soit plombé en 3 mois. Et donc, il avait effectivement très, très lourde responsabilité. Mais heureusement, il a ajouté qu'après, les présidents guinéens aussi n'ont pas beaucoup travaillé. Sékou Touré était omnibulé par son pouvoir dictatorial. Quand vous allez à Conakry, allez voir le camp Boiro. Là où il détenait... Il détenait tout le monde. Ouais. Le camp Boiro est traversé par un boulevard qui fait la mer et le camp. Ils ont fait creuser des canaux de la mer sous le boulevard qui rentraient dans les prisons des prisonniers. Et la nuit, ils l'ouvrent. L'eau arrive ici aux prisonniers et des fois d'autres meurent dedans. Donc,
il était complètement un peu fou, hein, Sékou Touré. Et là, c'est normal. Et comme il est resté trop longtemps au pouvoir, le pays n'a pas évolué. Deuxièmement, l'enseignement était foutu. Oui. Si vous allez en 2001, il y a des endroits, pas des endroits, le niveau scolaire était très bas. Pourquoi? C'est que Touré a institué un système. Si vous êtes Peul, vous apprenez le Peul comme langue maternelle. Si vous êtes Soussou, vous apprenez Soussou. Le problème, c'est que les enseignants, ils les affectent souvent. Et donc, j'ai un ami qui est médecin dont le père a fait toutes les régions. On les a déplacés de région en région. Donc, tu peux apprendre le Soussou au primaire. On envoie ton papa chez le Peul. Tu recommences le Peul. Et le niveau français des Guinéens était très bas. Alpha Condé l'a même dit dans l'interview, 80% des Guinéens ne comprennent pas français. Exact. Ça, c'est vrai, parce que nous avons fait des... Moi, je suis médecin de consul, et quand vous interviewez les gens, ou bien ils vous écrivent une petite lettre. D'abord, quand j'étais là-bas dans la clinique, on a demandé des demandes. Quand j'ai lu les demandes en français, c'est pas possible. En français facile. Oui, puisque les gens ont fait l'école primaire, même le secondaire, en Peul, en Soussou, en Malinké. Hein? Ça a été une catastrophe dans tous les domaines. Alors oui, là, ça pose une question, hein. C'est-à-dire la manière dont nos États ont accédé à l'indépendance. Par exemple, on a cette belle phrase qu'on retient de Sékou Touré, c'est-à-dire nous préférons l'indépendance dans la pauvreté que l'esclavage dans la richesse. Oui, tout ça c'est bien beau, mais et après, est-ce qu'on était prêt pour l'indépendance? Est-ce qu'aujourd'hui on est indépendant? Là, tu sais quoi, Est-ce qu'aujourd'hui on est indépendant? Parce que par rapport à votre question, c'est comme si aujourd'hui les pays africains sont indépendants. Les pays africains ne sont pas indépendants. Il y a un simulacre d'indépendance, bien sûr, mais en réalité, on n'est pas indépendant. Parce que, vous savez, il y a quelque chose qu'on doit savoir. Avant d'être véritablement indépendant, il faut qu'on dispose des armes nucléaires. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut disposer des armes nucléaires, par exemple. Quel pays africain dispose de ces armes-là? Il n'y en a pas. Avant d'être véritablement indépendant, il faut un système économico-politique qui ne soit pas un reflet de celui de l'Occident. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons véritablement un système là qui n'est pas le reflet de celui de l'Occident? Je ne pense pas. Aujourd'hui, toute l'éducation est calquée sur celle de l'Occident. Ce n'est pas comme ça qu'on peut être indépendant. Ce n'est pas possible. Donc, par rapport à votre question, moi, je me pose une autre question en disant que la question selon laquelle est-ce que les pays africains sont indépendants? Non, les pays africains ne sont pas indépendants. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener ces pays-là à aller vers une véritable indépendance? Je pense que l'unité ou bien l'Union africaine qui a les plombs les plombs dans les ailes, et doit pouvoir essayer de briser certains concepts par rapport à l'ingérence occidentale. Et l'Union africaine doit s'affirmer véritablement. L'Union africaine doit essayer de prendre des mesures courageuses. Et les Africains, les chefs d'État africains ne sont pas encore à cette étape-là, parce que c'est des gens qui ont souvent la légalité, c'est-à-dire que dès lors qu'ils sont élus, ils sont élus par l'aide des Occidentaux. Et après leur élection, ils doivent faire allégeance à ces pays-là. Donc, si vous voyez tout ce cafouillage-là,
Et on ne peut pas penser à l'indépendance de l'Afrique à l'heure actuelle. Je pense qu'il va falloir l'émergence de nouveaux leaders et pour prendre leur courage à deux mains afin de brader, afin de briser la façon dont ils sont encerclés, sinon entenaillés par les Occidentaux. Docteur, vous dressiez un peu un constat, comment dire, amer de la Guinée, même la Guinée récente. La Guinée a quand même eu 3 présidents, ça veut dire que eux tous, ils ont échoué. Je mets en parenthèse la période du capitaine et puis du général Sekouba Konaté. Mais il y a eu quand même 3 présidents, et tous ont échoué, c'est ça? Oui, ils ont échoué, mais pour en revenir à l'indépendance dont il parle, ce n'est pas seulement la Guinée. En 1960, le Congo est parti en indépendance avec un seul licencié. C'est Bombouaka, le fils de l'ancien, le premier ministre. C'est lui seul qui avait un niveau licence pour tout le Congo. Lumumba a fait que la première. Kasavubu, le président à l'époque, n'était pas un cadre, c'était un instituteur de choses. Et tous ceux qui étaient là en 1960, il n'y avait qu'un seul universitaire licencié au Congo. Et ils sont indépendants. Je me rappelle que quand on a eu le bac en 1969, on a eu plus de 30 Togolais bacheliers qu'on a envoyés au Congo pour enseigner dans les écoles. Donc, ils n'étaient pas prêts pour être indépendants en 1960. Au Togo, avec le Bénin, enfin le Dahomey et le Cameroun, les 3 pays qui avaient formé grand nombre de cadres, en 1958, Olympio avait la possibilité de déclarer l'indépendance immédiatement, mais il a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et c'est pour ça que l'indépendance a été retardée jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on lui a reproché aussi, parce que le PTP qui était progressiste disait on n'était pas prêt, il fallait attendre. Eux, ils voulaient l'indépendance immédiate, mais après, on a dû attendre finalement. On a dû attendre et il avait raison, parce qu'en 1960, en 1958, il n'y avait même aucun hôtel. C'est la construction de l'hôtel Le Bénin actuellement, qui s'appelle Le Bénin actuellement, que ce hôtel-là soit terminé parce qu'on ne savait même pas où loger les autres qui vont venir pour la fête de l'indépendance. Et ce n'est pas fini. Même quand Yadema était arrivé au pouvoir et qu'il y avait un premier sommet ici, on ne savait pas où loger. C'est les Nana Benz qui ont prêté leur villa et leur véhicule, les Benz, les Mercedes-Benz, au général Yadema, pour pouvoir véhiculer tous ces chefs d'État qui venaient ici. Donc effectivement, on n'était pas prêt, il n'y avait pas de grand stratège, il n'y avait aucun plan. Donc, finalement, peut-être ça revient à la question que posait Pacôme. Est-ce qu'on est indépendant aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si on est indépendant. Bon, d'abord, on n'a pas une monnaie. Oui, parce que non, peut-être on laisse le problème de la monnaie. La Guinée, il y a le franc guinéen qui ne vaut rien. On dira que la France a injecté des faux billets et tout. En dressant la situation de la Guinée, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Mais personne ne peut comprendre. 80% ne comprennent pas le français. Oui, parce que l'enseignement a été bâclé. On se dire qu'on fait 60 ans d'indépendance. L'enseignement a été bâclé. Je vous rappelle que la Guinée est le premier pays producteur de bauxite. Maintenant, il est en deuxième position au monde. Alors, et puis, vous connaissez le Fouta. Quand vous allez dans le Fouta, vous n'avez plus envie de revenir à Conakry. C'est le climat. Et il n'y a personne ne met un climatiseur dans le Fouta. Le climat est tellement doux qu'il y a même des cheminées. Vous dormez avec des couvertures dans le Fouta, que ce soit dans la barre, tout ça, chez les Peuls. Donc c'est un pays vraiment béni de Dieu. Tous les grands fleuves naissent dans le Fouta. Dans le Fouta Djallon, Et les gens ont l'argent, ils ont la bauxite, ils ont l'or, ils ont le fer. Et ce pays, mais qui peut produire le fer ou la bauxite? Est-ce qu'on savait même à quoi sert la bauxite? Mais il dit qu'on n'est pas indépendant, c'est normal, parce que maintenant, c'est les Blancs qui font la révision de nos avions, même présidentiels. Mais c'est quand même un triste constat. Aujourd'hui, on fait la fête, 60 ans d'indépendance pour la Guinée. Oui, c'est Touré, il a dit non à De Gaulle, mais on oublie après de restituer que pour l'histoire, après l'indépendance, c'est Touré est retourné vers De Gaulle pour qu'il redéploie les cadres. De Gaulle a dit non. De Gaulle a dit non. Oui, non, c'est clair. Comme on l'avait souligné tout à l'heure, on n'était pas prêt pour l'indépendance, mais
il faut savoir que on ne peut pas dire que c'est que Touré s'est précipité pour avoir l'indépendance. En fait, l'indépendance, dans un premier temps, c'est dans la tête. Parce que nous pensons aller vers l'indépendance en obtenant un papier sali par un coup de tampon. Non, ce n'est pas ça l'indépendance. L'indépendance, c'est dans la tête. C'est-à-dire que si nous prenons l'exemple de la Chine, et nous allons remarquer qu'ils ont travaillé, ils ont fait un travail de fond. C'est pour cela que lorsque on organise des sommets, par exemple France-Afrique, Chine-Afrique, et que les pays, les chefs d'État africains y vont pour penser et revenir avec... Et il parle d'échange d'expérience, je ne sais pas. C'est-à-dire que transfert de technologie. Ce n'est pas possible. Transfert de technologie, ça dit que ce n'est pas possible. Un pays ne peut pas se battre puisque le développement est axé sur la technologie aujourd'hui. Un pays ne peut pas se battre pour arriver à ce niveau-là. Vous allez... et dire à ce pays de vous donner la technologie et en disant quoi, gagnant-gagnant, le partenariat gagnant. Ça veut dire quoi? C'est bête. Non, c'est bête parce que le développement, puisque moi j'ai l'habitude de dire, un pays ne peut pas se développer sans la technologie. 1. 2. La plupart du temps, le développement des pays occidentaux se repose sur le sous-développement des pays africains. Parce que plus les pays africains sont pauvres, plus les pays occidentaux sont riches. Alors, les gens ont pris des années pour développer une politique de développement axée sur la technologie. Et vous allez pour leur dire de vous donner, afin de vous enseigner comment ils ont fait pour se développer. Ce n'est pas possible. Vous allez remarquer même que les Chinois, quand ils viennent ici, leurs ouvriers, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent et à 17h ou 18h, ils laissent les ouvriers locaux et pendant la nuit, eux-mêmes, ils font les choses les plus techniques. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que les Africains, enfin, les ouvriers locaux et sachent comment ils travaillent. Mais vous voyez tout ça là, vous allez vers les gens, vous commandez le savoir-faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon ami. Donc, alors, finalement, qu'est-ce qu'il revient aujourd'hui, par exemple, à un pays comme la Guinée, de fait pour être véritablement indépendant? Oui, mais il y a des choses, c'est là où je suis d'accord avec mon ami. L'Africain n'a pas cherché à comprendre. Depuis que les Guinéens sont premier producteur de bauxite, c'est les Blancs qui ont découvert ça. Mais depuis là, il n'y a aucun Guinéen qui a cherché qu'est-ce qu'on fait avec la bauxite, la transformation, comment faire, on n'a pas fait. Deuxièmement, on n'a pas fabriqué même une aiguille depuis les 60 ans d'indépendance. Je n'ai pas vu un pays qui sait fabriquer des aiguilles ou des trucs simples. Et alors là, on est révolté quand, par exemple, on envoie des ambulances, moto-ambulances quelque part, que les gens disent que c'est pas bon, ils n'en veulent pas, alors que ça circule encore dans plusieurs régions de Chine. Il y a plusieurs ambulances, motos, qui circulent dans plusieurs régions. Actuellement, dans les Africains, ils ont dit non, on veut une ambulance. Si c'est un Chinois, ils vont démonter cette ambulance moto-là. Je vous assure qu'en 2 mois, ils savent la fabriquer. L'Africain n'a pas... On a toutes les voitures qui arrivent en Afrique, il n'y a personne qui a essayé de démonter ça. Et on a donné l'exemple aux gens. Quand vous prenez Toyota, qui est devenu numéro 1 dans le concept de... C'est un mécanicien japonais qui était aux États-Unis avant et qui a travaillé, je crois, 25 ans. Souvent, les gens ne savent même pas que les noms, les marques de voitures, c'est les noms de personnes. C'est son nom. Il s'appelle la personne qui s'appelle Toyota. Et il a observé, c'est ce que les Chinois font. Quand ils arrivent quelque chose, quelque part, là, ils observent tout ce que vous faites. Et en quelques mois... Alors, ce monsieur a travaillé longtemps là-bas, il retourne au Japon et il crée
une grande compagnie d'automobile qui est Toyota, qui est devenue aujourd'hui numéro 1 mondial. Les Chinois font la même chose. Ils regardent les avions. Maintenant, ils ont sorti leur courrier moyen, l'avion. Le moyen courrier, qui va concurrencer le Airbus. Et ils ont pris maintenant un marché pour faire le métro dans une grande ville américaine, que je ne vais pas nommer. Mais ils regardent. Avant, vous avez tous lu le livre d'Alain Périfitte, quand la Chine se verra. Le monde tremblant. Le monde tremblant. Et c'est ce qui arrive maintenant. Il y a 60 ans, ce pays n'était rien. Mais ils ont tout observé. Et puis maintenant, ils font tout. Regardez ce qu'ils font maintenant. Ben, est-ce que le problème que pose le docteur, est-ce que c'est pas lié aussi à l'éducation, c'est-à-dire l'instruction qu'on nous donne aujourd'hui? Est-ce que cette instruction permet à l'Africain d'être créateur? J'avais dit à l'instant que l'éducation est calquée sur celle de l'Occident. Mais c'est un programme des temps immémoriaux. Aujourd'hui, il y a changement de programme ailleurs pour pouvoir suivre l'évolution. Mais nous, on reste encore. Moi, je regarde mon enfant qui étudie les mêmes choses que j'ai étudiées il y a 25 ans. Voilà. Exact. C'est ce que les Chinois ne font jamais. Mais ça n'a pas de sens. Puis, on demande à un petit Africain de dessiner les États-Unis économiques, les États-Unis politiques, les États-Unis... Et il ne sait pas dessiner l'Afrique, un pays africain. Même le Togo, il ne sait même pas où se trouve le pic d'Agou. Il ne l'a jamais vu. Il ne l'a jamais vu. Et vous voulez que ça nous aide à nous développer? Non. C'est-à-dire que pour pouvoir se développer, il faudrait que culturellement nous soyons au point. Nous soyons à l'aise dans notre culture d'abord. Mais la plupart du temps, l'enseignement même je peux dire qu'elle est balkanisée parce que ce n'est pas un enseignement axé sur notre culture. Nous apprenons la culture d'autres personnes, les pays dans lesquels nous ne connaissons, enfin les pays que nous ne connaissons pas, les pays que nous n'avons jamais visité. C'est vrai qu'il y a des Africains qui vont là-bas, qui reviennent. Mais les étudiants, la masse ne connaît pas. Donc, tout ça là, je pense que ce ne sont pas des éléments qui puissent nous aider véritablement. Quand le docteur disait que les Chinois regardent, ils voient comment ils fabriquent. Ici, normalement, ça doit débuter par la construction de grands laboratoires, c'est-à-dire que les centres dans lesquels on peut étudier et développer ces choses-là. Ici, ça n'existe pas. Même le médicament, enfin, les laboratoires de médicaments ne sont pas tellement au point. Et si bien que vraiment, l'Afrique doit être, le développement de l'Afrique doit être repensé. Oui, mais c'est comme si on attend quand il dit qu'il faut de grands laboratoires et tout, mais quand vous donnez un exemple de Toyota, il a commencé très petit. On donne aujourd'hui l'exemple d'Apple, qui a commencé dans un garage. Et il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est comme si nous, l'Afrique ne sait pas commencer petit. Oui, mais, et puis je vous donne un exemple médical pur. L'artéméter, qui est le médicament que nous utilisons beaucoup maintenant, seul ou en association avec d'autres pour traiter le palu efficacement, c'est une plante que les Chinois ont découvert depuis. Ils ne savaient pas que ça guérissait le palu, mais après, ils ont commencé à utiliser ça. Et maintenant, ils ont vulgarisé ça. L'artéméter, nous prenons ça soit en injection, soit en association pour faire des comprimés. Ben, je vais vous étonner. La plante là, que les Africains aussi ont connue depuis, existe en Chine. Maintenant, il y a seulement un an qu'un Français est venu acheter des lots au Togo pour cultiver l'artéméter, la plante qui sert à fabriquer les médicaments. On m'en a apporté un échantillon que j'ai planté qui a bien poussé. Et un Français, c'est pas un Togolais, il a planté 5 hectares d'artéméter. Donc il veut en faire un médicament au lieu de prendre le médicament que nous importons. Comment nous, les Togolais, on n'a pas eu cette idée d'aller chercher tout simplement la plante et puis devenir... Et pourtant, docteur, on a des agrégés en médecine. Aujourd'hui, puisque aujourd'hui la question de cadre ne se pose plus. Non. Alors, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Non, ce qui ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas
On a des agrégés en médecine, mais il n'y a pas de recherche. Dans presque tous les domaines, il y a des agrégés. Il n'y a pas de recherche. Il y a des cadres, il y a des gens qui ont la licence, qui ont le master, qui ont le doctorat, qui ont l'agrégat. Et puis au campus, il y a beaucoup de médecins chercheurs. Non, qui cherchent, on trouve, mais des médecins qui trouvent, on en cherche. Oui, mais il n'y a pas... C'est ce que tu as dit au départ. Il n'y a pas un laboratoire. On a écrit une lettre en 69 à tous les chefs d'État de la CEDEAO. Tous les médicaments que nous recevons au Togo, là, que ça vienne de la France, de la Chine, maintenant de l'Inde, il y en a beaucoup. Il n'y a aucun laboratoire, aucun médecin à Lomé qui est capable de nous dire que lorsque nous prenons par exemple le Combimal ou bien Artefan. L'Artefan, c'est un traitement contre le palu. Je prends Artefan 480, c'est pour les adultes. Il y a 6 comprimés dedans. Un matin, le soir, 3 jours. Normalement, on a au moins 80% de guérison. Mais personne n'est capable de nous dire si ce comprimé que nous prescrivons contient effectivement 80 sur 480. Et c'est là où il y a le problème. Il n'y a aucune recherche dans nos universités qui dit, bon, tous les médicaments qui arrivent, on va les tester pour voir et même les copier. Pourquoi pas? Mais personne, il n'y a aucun centre de recherche. Et c'est là où on ne peut pas avancer. Finalement. Et puis, il y a, pas en médecine seulement, il y a des professeurs en histoire, des professeurs en économie, dans tous les domaines, en économie, un peu partout. Vous avez cité l'économie, mais on n'a même pas encore un modèle économique. Voilà, tout à fait, puisque tout est calqué sur l'Occident. Et lorsque l'Africain a atteint ce niveau-là, normalement, qu'est-ce que les Chinois font? Ils essaient de transformer la chose, c'est-à-dire que de prendre la chose et de l'amener au niveau culturel de son pays. Mais ici, nous aimons consommer ce qui... En tout cas, c'est dommage, on va marquer la pause. Le débat, il a été intéressant. On marque la pause et puis au retour, on va parler du Gabon.